Donc, bonjour à tous, hein, pour tous ceux qui viennent de se connecter aujourd'hui. On a souhaité, entre le pôle Innovalliance et le pôle SAFE, organiser ce webinaire conjointement, de façon à ce que les drones puissent être visibles et devenir un levier opérationnel pour plusieurs secteurs en fait entrepreneurial, parce que aujourd'hui, les drones constituent un outil opérationnel qui peut être au service de nombreuses activités, l'agriculture, la logistique, l'industrie, l'environnement, etc. Et on a souhaité faire un petit panorama ce matin de l'écosystème drone. Alors évidemment, c'est qu'un petit échantillon de ce qu'il peut y avoir comme outil, comme système et comme type d'activité, mais ça vous permettra d'avoir une revue globale et puis de pouvoir avoir des échanges avec nos différentes entreprises qui ont bien voulu participer ce matin à ce webinaire. Donc rapidement, on va faire une petite présentation de chacun des deux pôles, juste pour vous rappeler un petit peu les objectifs et les grandes thématiques qu'on anime chacun de notre côté. Ensuite, Hubert Béranger du pôle SAFE nous fera une revue de la feuille de route drone et réglementation. Et puis, on passera ensuite à la présentation de chacun de nos entreprises citées ici, donc AgriBioDrone, DroneVolt, potentiellement pas, parce que on a eu un désistement de dernière minute, GrepHawk et Delivrone. Donc chacun aura à peu près 10 minutes pour la présentation, et puis on s'octroie 10 minutes pour répondre aux questions qui peuvent être déposées dans le chat ou oralement pour ceux qui souhaitent prendre la parole. Ensuite, on terminera par quelques slides sur les opportunités de financement qui soient propres ou non à ces solutions de drones et de systèmes autonomes. Et puis, on s'accordera un temps d'échange s'il y a des questions complémentaires. Donc, ce webinaire démarre près vers 10 heures et on le clôturera vers midi, un petit peu plus tôt, étant donné qu'on a une présentation de moins, mais ça pourra nous permettre d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre s'il y a des questions un peu plus poussées auxquelles il faudra répondre. Voilà. Alors, je vais commencer très brièvement par la présentation du pôle. Alors déjà, je me suis peut-être pas présentée. Je suis Sandrine Lopiprel, donc responsable innovation au sein du pôle Innovalliance. Le pôle Innovalliance, c'est un pôle qui est dédié à la naturalité. Donc, on a un réseau de plus de 300 adhérents. C'est un écosystème qui est très, très large, qui est dédié à la fois aux filières agroalimentaires, nutraceutiques, cosmétiques, parfums et arômes. Et donc, en fait, on a le cœur de la mission du pôle, c'est de vraiment favoriser la transition écologique et technologique de l'agriculture et de ces 4 filières, qu'elles soient impliquées dans la transformation du végétal par l'innovation. On a différents acteurs au sein du pôle qui sont des entreprises, des offres de solutions, on a des centres techniques, des organismes de recherche, également des établissements de formation, et le pôle propose également des formations spécifiques pour les entreprises en intra, inter. Au niveau du territoire, on est particulièrement régionalisé sur on va dire le quart sud-est. Donc, on est financé à ce jour par les régions Aura et région Sud. On est aussi également en partie sur l'Occitanie et un peu de quelques entreprises également sur la Corse. Je vous ai mis là un petit panel, mais c'est de façon très, très spot, pour vous montrer un peu l'écosystème qui est réparti en fait sur toute la chaîne de valeur, parce que au niveau de l'innovation, on s'adresse à 3 grandes thématiques qui sont à la fois tout ce qui revêt de la durabilité des ressources végétales, mais également de l'éco-conception, la décarbonation, etc. Donc tout ce qui est vraiment plutôt sur la voie de transformation. Et la dernière thématique, sur le volet plutôt produit fini, donc la performance des produits, la perception des consommateurs, etc. Voilà. Donc là, ça vous donne un aperçu un peu de l'écosystème. Je vais aller très très vite. Si certains ont besoin d'informations plus précises qu'ils souhaiteraient sur le pôle, vous n'hésiterez pas à me solliciter en dehors du webinaire. Voilà. Et puis pour terminer,
Voici la feuille de route nous avons au niveau du pôle en 2026. Alors, elle n'est pas tournée sur les drones, mais étant donné on favorise l'utilisation, l'intégration et l'innovation au service de l'agriculture, les solutions autonomes font partie en fait des thématiques intrinsèques que l'on peut animer au niveau du pôle. De notre côté, les grandes thématiques 2026 sont à la fois la partie upcycling, donc tout ce qui est valorisation des coproduits agroalimentaires ou autres dans nos chaînes de valeur, l'utilisation et la promotion des biosolutions en agriculture, quelle qu'elle soit. On a aussi toute une partie sur la biodiversité avec des groupes d'émergence pour essayer d'essaimer la thématique biodiversité au sein de nos 4 filières. Et puis, on a tout un volet sur l'éco-extraction, l'éco-conception et la biotechnologie cette année qui sera développé. La performance produit reste en filigrane tout le long de la conception et de la gestion des projets et peut s'intégrer de façon active sur toute la chaîne de valeur. On s'adresse pour cette feuille de route avec différents outils. Ça peut être des webinaires, donc comme on le fait aujourd'hui. Ça peut être des visites de laboratoire. On a aussi ce qu'on appelle des info-experts. Ce sont des articles que l'on rédige en concertation avec des laboratoires de recherche, et puis différentes rencontres qu'on peut être amené, ou différents salons qu'on peut être amené à animer. Voilà, je m'en arrête là pour le pôle. Je passe la parole à Hubert pour la présentation du pôle SAFE et qui prend ensuite aussi également la parole sur le volet feuille de route des drones et réglementation. Donc oui, bonjour à tous. Donc je vais être bref parce qu'effectivement les acteurs industriels et notamment qui vont prendre la parole vont certainement aborder les sujets un peu plus réglementaires et positionnement. Quelques mots donc sur le pôle SAFE. Donc on a un pôle de compétitivité également, ou plutôt autour de 400 adhérents. On est positionné sur les marchés de la sécurité, de la défense, de l'aéronautique et du spatial. On est le seul pôle sécurité en France, donc on travaille beaucoup sur des sujets sécurité nationaux, notamment on a beaucoup travaillé pour les JO 2024 en particulier. On a à peu près 70% de nos adhérents qui sont en région sud et les 30% hors région, essentiellement beaucoup d'acteurs donc, de la sécurité, puisqu'on est le seul pôle sécurité au niveau national. Je suis en charge du programme système autonome, donc on a des acteurs au pôle SAFE sur la robotique terrestre et aérienne. Ça représente entre les industriels qui développent des solutions de drones ou de robots, ou ceux qui développent des briques qui sont intégrées sur ces robots, ou ceux qui proposent des services ou des solutions à partir de ces solutions autonomes. C'est à peu près 80 acteurs parmi les 400 adhérents. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Ok, merci. Donc simplement sur notre feuille de route et nos enjeux et objectifs. Donc les enjeux au sein du pôle, c'est d'identifier pour nos acteurs, c'est un peu l'objet de rencontres comme aujourd'hui, c'est d'identifier des marchés et les aider à voir comment on peut les adresser. Donc on est plutôt positionné sur les marchés de la surveillance, de la protection, tout ce qui va être plutôt lié à l'inspection, à l'assistance de travaux, à la logistique, aujourd'hui en milieu rural et demain en milieu urbain. Un sujet particulier qui est la lutte anti-drone malveillant, puisque effectivement les drones peuvent être détournés de leur usage amicaux. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de projets, on a pas mal d'acteurs qui travaillent sur des solutions de détection, voire de neutralisation de drones qui pourraient être malveillants ou qui se positionnent dans des espaces où ils ne devraient pas être. Tout ce qui est opération de grande élongation, ça c'est plutôt tout ce qui va être inspection et surveillance de linéaires, de réseaux, et tout ce qui est plutôt associé au relevé de données, de cartos. Aujourd'hui, les deux gros sujets sur lesquels on travaille sont donc la lutte anti-drone et la logistique, et des sujets liés à la surveillance, protection et agriculture à un deuxième niveau. En termes d'objectifs, donc, on souhaite apporter une offre globale en termes de développement de solutions, donc que ce soit donc technologique, réglementaire et acceptabilité. Donc c'est vrai que pour le développement
de solutions autonomes. Aujourd'hui, on doit travailler sur 4 enjeux. Bon, là, il en manque un, c'est l'aspect financier. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un marché émergent, les solutions drones. Il faut effectivement développer les technologies, qu'elles soient fiables, qu'elles soient conformes à la réglementation, donc travailler en conformité avec la réglementation. Travailler également, un point qui est très important pour moi, c'est l'acceptabilité, puisque demain, les drones, aujourd'hui, les avions vous passent au-dessus de la tête, mais ils passent à 3000 ou 10 000 mètres, donc ça vous importe, vous en faites peu cas. Les drones, demain, si effectivement ils sont habilités à voler dans des zones habitées et urbanisées, ils vont vous passer à entre 20 et 100 mètres au-dessus de la tête. Donc ça veut dire que le citoyen a un impact direct et pour moi, il doit participer effectivement à l'acceptabilité de ces solutions et à son développement. Et le quatrième point qui n'est pas cité là, c'est le modèle économique, puisque on est sur des solutions nouvelles, des marchés en cours de définition. Donc les modèles économiques sont effectivement un sujet prégnant et important qu'il faut co-développer avec les 3 autres points que je viens de citer. Donc, on a une approche au pôle safe qui est une approche plutôt usage avec des expérimentations. On fait beaucoup ce qu'on appelle des AMI, des appels à manifestation d'intérêt. On va identifier des besoins chez des utilisateurs potentiels qui peuvent être privés ou publics. Avec eux, on va définir, on va spécifier leurs besoins, leur cahier des charges, et on va consulter notre réseau d'adhérents pour voir qui est en capacité, qui est intéressé pour répondre à ce besoin. Et on peut aller jusqu'à organiser des démonstrations sur des centres d'essai, mais également sur des sites pilotes. Donc, on fait une animation plutôt dans notre réseau, plutôt par les marchés. Et puis, on essaie d'identifier par rapport à ces besoins marchés des axes d'innovation et d'accompagner cette innovation. Donc, voilà sur le cadre de notre travail et nos objectifs. Et si on passe à la dernière slide, juste pour dire un mot, mais rapide, sur les sujets de réglementation, mais je pense que tous les entreprises qui vont prendre la parole après en toucheront un mot. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'emploi de drones est lié à une réglementation qui est européenne depuis maintenant bientôt 3 ans. Cette réglementation, elle est liée, le fait d'être autorisé de voler dans des espaces est lié à la fois à un risque aérien, c'est-à-dire de risque de collision avec un autre aéronef qui peut être habité, et un risque sol, donc c'est-à-dire de tomber sur la tête de gens qui sont dessous. Donc, par rapport à ces risques, il y a une grille de risques qui est faite, qui s'appelle SEI, qui va de 1 à 6. Et en fonction de cette échelle de risque, vous devez avoir des équipements qui sont conformes, c'est-à-dire vous devez avoir des drones, des équipements et des équipages qui doivent être habilités, entre guillemets, à voler dans ces zones. Donc, les zones qu'on appelle SEI 1 jusqu'à SEI 2, c'est des zones qui vont être peu habitées. On est plutôt dans des zones, effectivement, rurales, montagnes, ou peu d'habitants. Et quand on est sur des zones plutôt habitées, périphérie de ville, voire demain, intérieur de ville, voire métropole, on va être sur des zones qui sont qualifiées de SEI 3 jusqu'à 6. Il faut voir qu'aujourd'hui, au niveau européen, on a des drones qui sont qualifiés pour aller voler sur des zones SEI 1 et 2, et certaines sont en cours là, de qualification en SEI 3, qui vont être des zones plutôt périurbaines. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas en Europe encore de vecteurs qui sont qualifiés et autorisés, sauf de dérogations particulières, mais pour aller voler dans des zones fortement peuplées. Tout ça évolue puisque les vecteurs et les technologies sont en train de se fiabiliser. D'ici 3 à 5 ans, vraisemblablement, on aura des vecteurs français et européens qui seront qualifiés pour aller voler dans des zones type SEI 3 et SEI 4, donc qui pourront être des périphéries de villes ou de villes moyennes. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est plutôt notamment sur des sujets, mais bon, Deliveron en parlera mieux que moi, sur des sujets notamment récurrents, type de lignes de logistique, de livraison. On est plutôt sur aujourd'hui des expérimentations et des productions de lignes sur des zones peu habitées. Mais d'ici quelques années, on pourra approcher des zones qui sont beaucoup plus peuplées. Voilà ce que je voulais dire sur le cadre général. Et je vais laisser la parole au premier industriel qui est Augustin. Augustin, je te laisse la parole. Oui. Merci Hubert, merci Sandrine. Bonjour à tous. On va passer direct à la suivante. Merci. Donc je me présente, je suis Augustin Navarane, vous pouvez revenir juste avant, pardon.
Ouais, Je suis ouais. Guillaume Amaran, merci, directeur associé de l'entreprise AgriBiodrone. Je suis de formation académique et de premier amour dans la robotique. Je suis pilote de robots sous-marins 6000 mètres. Et à ce titre-là, je suis depuis quelques années officier de réserve dans la Marine nationale pour la robotique sous-marine. Pour la partie agricole, j'ai un certificat au conseil que j'utilise assez peu parce que je fais pas de conseil, mais qui me permet d'avoir tous les certificats pour le reste du panel en prestation de service. Je vous invite à nous suivre sur LinkedIn, parce qu'on partage beaucoup d'informations, d'actualités drone, aussi bien sur la réglementation agricole que sur la réglementation aérienne. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc ça, c'est rapidement une petite image pour parler d'un peu tout ce qu'on fait. Donc on fait aussi bien de la cartographie en prestation, on ne fait pas d'interprétation sur les cartographies. On les partage justement à nos partenaires qui, eux, le font très bien. Ensuite, quelques applications foliaires quand elles sont autorisées, du blanchiment de serre, donc on en parlera dans le cas d'usage, du semis à la volée et quelques applications en drone type industriel qu'on est capable de faire avec du matériel aussi agricole. Voilà, on peut adapter du matériel dans le milieu industriel et agroalimentaire. Vous pouvez passer à la suite. Donc ça, c'est pour résumer les différents vecteurs qu'on utilise. Donc aussi bien les vecteurs aériens que les vecteurs routiers, qui sont très importants dans notre métier. On parle de gros porteurs pour les drones agricoles. Donc chez nous, quand on parle de drones agricoles, on parle de drones qui ont des cuves entre 50 et 100 litres, qui peuvent embarquer du liquide et du solide. Donc aujourd'hui, le dernier drone qu'on a reçu a une charge utile maximale de 100 kg. Donc il peut décoller à vide et il peut prendre en plus 100 kg de charge utile. Ensuite, on a des drones dits multimissions, dont la charge utile est entre 2,7 kg et 6 kg à peu près. Et puis des drones purement d'imagerie. Donc là, pour faire quelques cartographies. Alors évidemment, c'est les drones d'imagerie qu'on utilise le moins, parce on est surtout spécialisé dans du très gros porteur. Mais on sait faire aussi, il n'y a pas de problème. Je précise ici, comme ça vous le voyez écrit, mais on en parlera peut-être juste après. On évolue donc pour les gros porteurs sous SORA, donc le terme qui est écrit là, SORA. Je vous épargne de mon accent anglais qui est pas, c'est pas là où je suis meilleur. Et on évolue nous en SORA sur ce qu'on appelle une autorisation d'exploitation générique. Donc nos fiches missions sont validées sous 3 jours. Ceux qui connaissent un peu ce qui est la SORA, donc l'analyse de risque pour des missions qui sont nominalement interdites, ce que expliquait Hubert, nous, nos drones font plus de 25 kg au décollage. Donc, c'est des drones qui normalement ne peuvent pas voler. Et donc, nous, on a passé les premières étapes de SORA simple, SORA générique, et on est maintenant sous autorisation d'exploitation générique. Donc, on a un temps de réactivité sur parcelle qui est extrêmement rapide. Tout n'est pas possible, évidemment. Faire du drone agricole en plein Paris, on l'a envisagé pour les JO, puis on a trouvé une autre solution. Mais voilà, il y a des choses qui sont évidemment pas possibles. Ensuite, les vecteurs routiers sont très importants parce que le drone ne peut pas partir d'une ville pour aller vers une autre. En tout cas, chez nous, c'est pas possible. Donc, on a aussi bien du véhicule léger que du poids lourd. On a 4 chauffeurs poids lourds dans la société. On a du KSS nacelle parce que les nacelles sont aussi très importantes dans notre activité. Et puis des véhicules pour accès difficile, etc. On peut passer à la suite. Donc ça, c'est nos services habituels et nos capacités. Donc on a une grosse expertise liée à la réglementation agricole dont on parlera. C'est qu'aujourd'hui, on fait énormément de blanchiment de serre. Le blanchiment de serre, c'est des volumes de liquide qui sont entre 600 et 1200 litres hectare. Donc ceux qui savent ce que c'est que de l'application en agriculture, on parle de très gros volumes de litrage hectare. Donc voilà, c'est une de nos plus grosses expertises. Ensuite, on fait quelques applications d'engrais foliaires en riziculture, quelques applications d'engrais foliaires en vigne. C'est vraiment assez énigmatique parce que les engrais foliaires, normalement, sont appliqués avec le produit de traitement. Et les produits de traitement, aujourd'hui, ne sont pas applicables par drone. On reparlera de ce point-là. Ensuite, du semis à la volée, ça, on en fait quand même beaucoup. On est capable de faire entre 5 et 300 kg hectare, ce qui est en agriculture est intéressant. On peut faire beaucoup plus, mais économiquement, c'est plus intéressant pour l'agriculteur. Et puis après, il y a quelques services de cartographie, arpentage, comptage, etc. En 2025, on avait 6 équipages d'intervention en contrat, enfin dans la société. Hein, c'est pas, on fait pas appel à des freelances, voilà. Donc 6 télépilotes et qui sont
quasiment 9 fois sur 10 accompagné d'un opérateur au sol pour la gestion des batteries, de la charge utile, etc. Et en 2026, on prévoit 8 équipages pour l'instant. On verra plus tard dans le dur de la saison. Et on intervient partout en France et parfois exceptionnellement dans les pays limitrophes quand c'est possible réglementairement. Vous pouvez passer à la suite, s'il vous plaît. On va parler donc de deux cas d'usage. Le premier qui est l'application foliaire en très forte pente, donc essentiellement sur les vignes, mais il y a évidemment beaucoup d'autres applications, et puis l'ombrage de serre. Slide suivante, s'il vous plaît. Quand on parle de drones agricoles et d'applications en agriculture, c'est très important de parler pas seulement de la réglementation aérienne, mais aussi de la réglementation agricole. Et là, il faut qu'on fasse un point important sur l'application de produits phytopharmaceutiques par voie aérienne. Quand on parle de produits phytopharmaceutiques, ça fait, si on n'est pas du milieu agricole, c'est des mots qui font peur. Là, d'un seul coup, normalement, il y a des warnings rouges qui s'allument. Je précise que quand on parle de traitement bio, donc de traitement biologique, les produits bio sont aussi des produits phytopharmaceutiques. Ils sont classés dans cette famille-là. Donc la famille phyto est immense. Ça va des produits les plus dangereux, donc on appelle CMR, cancérigènes, mutagènes, enfin voilà, ceux-là sont très dangereux. Et puis jusqu'au faible risque, dont font partie les produits bio. Il y a une bonne nouvelle qui s'est passée l'année dernière. Il y a la loi 365 de 2025 qui a été votée et promulguée, qui permet beaucoup de choses. Donc le traitement des bananeraies, peu importe la pente, des vignes mères de porte-greffe et des cultures sur les pentes supérieures à 20%, avec donc les produits bio, les produits de biocontrôle et les produits à faible risque. Le seul souci de cette loi, c'est qu'on n'a toujours pas le décret d'application. Donc on est un peu orphelin, on a une super loi, enfin super loi entre guillemets, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va être dedans. Le décret d'application va normalement arriver dans les quelques jours là. Il est prêt, la consultation au public va arriver, donc peut-être dans la semaine ou semaine prochaine. Voilà, ça va se décider. Pour la vigne, on a peut-être une ouverture possible pour la campagne 2026, mais on verra ce qu'il y a dedans. Ça va parler vitesse du drone, hauteur du drone, etc. Je précise que pour la prestation de services en drone et pour l'application de produits phytosanitaires, il faut que l'entreprise ait un agrément pour l'application en prestation de produits phytopharmaceutiques. C'est pas la personne, donc on parle de personne morale, la personne morale doit avoir un agrément, et ensuite les personnes physiques doivent être habilitées à faire le travail. Donc évidemment, avoir une responsabilité civile professionnelle. Donc grosso modo, n'importe quel droniste pourrait acheter un drone agricole sans trop de problèmes, mais ne pourrait pas appliquer les produits phytosanitaires s'il n'a pas d'agrément d'entreprise. Voilà, désolé pour le petit passage réglementaire, mais c'est très important et c'est parce que c'est compliqué et je suis évidemment disponible pour parler de ces sujets-là quand vous voulez. Vous pouvez passer à la suite. Donc là, on parle de cas d'usage sur de la très forte pente. Donc là, vous voyez en bas, par exemple, c'est un opérateur quand les engins ne peuvent pas rentrer dans des parcelles. Donc on parle par exemple des vignobles très connus sur Tain-l'Hermitage, les Côtes-Rôties, Saint-Joseph, etc. en France. Mais ça peut être aussi le cas à Banyuls dans le sud-ouest. Enfin, il y a plein de vignobles en France où c'est le cas, même en Alsace. Et quand l'opérateur doit faire des traitements, là je parle, tout ce que je vais dire c'est traitement bio, hein. Je ne parle pas des autres. Même en traitement bio, il faut que l'opérateur soit habillé comme ça. Donc vous imaginez le masque qui se remplit de transpiration, la combinaison qui va se déchirer au bout de 10 minutes parce qu'on marche dans des terrains difficiles. Et ça, vous portez un moteur thermique dans le dos, donc qui chauffe, avec une cuve de produit qui est entre à peu près 8 et 12 litres. C'est un travail manuel qui est extrêmement difficile, que plus personne ne veut faire. Et donc on attend les drones pour ces activités-là. Et nous, on attend le décret d'application pour pouvoir parler de tout ça. Quand on parle de fortes pentes, on pense à des pentes. Alors, la loi, elle, va dire supérieure à 20%, mais les très fortes pentes, c'est entre 30 et 45%. Quand on parle de pente à 30%, en gros, c'est sur le terrain, c'est quand on avance de 10 mètres, on monte 3 mètres. Donc, c'est extrêmement fatigant. Quand vous le faites habillé comme ça, enfin, je ne sais même pas comment on a le courage de faire ce métier-là. Par exemple, dans des domaines sur Tain-l'Hermitage, il faut entre 5 et 7 opérateurs pour faire 1 hectare dans l'heure. Donc quand ils ont des domaines de 4 à 15 hectares, vous imaginez la transpiration, le risque humain, le risque chimique, etc. pour faire ces métiers-là. Sur la droite, je vous présente
des mesures et des expertises qui ont été faites par la MSA. Donc la MSA, c'est grosso modo, c'est la sécurité sociale pour les agriculteurs, pardon. Sur le côté gauche des cobayes, vous avez l'application à dos d'homme, et sur la droite, vous avez ce qui a été fait par drone. Et donc on voit que pour la préparation, la pollution sur la combinaison est la même, que ce soit évidemment pour l'opération manuelle ou le télépilote. Pour le remplissage, comme la cuve est beaucoup plus petite, eh ben, il y a beaucoup plus de projections sur la combinaison, donc c'est évidemment plus dangereux. Lors de la pulvérisation, ben, vous avez l'opérateur, quand il est à dos d'homme, qui est dans le nuage de produits phytopharmaceutiques, donc c'est extrêmement dangereux. Et puis lors du nettoyage, eh ben, il y a un peu plus de salissure, mais enfin bon, ça c'est anecdotique. En tout cas, sur la partie pulvérisation, c'est le moment qui est le plus critique, puisque c'est les muqueuses qui sont à l'air libre, etc., ou en tout cas qui sont dangereuses. Vous avez, grâce au drone, 300 fois moins de pollution sur l'opérateur, donc sur le risque humain. Donc ça, c'est un fait très intéressant. Nous, on a mené des essais à l'eau, parce que pour l'instant, on ne peut pas utiliser des produits phytopharmaceutiques. On est ouvert à ce que l'Institut français de la vigne et puis les chambres nous contactent pour qu'on fasse des essais avec des phytos encadrés. Mais à l'eau, vous avez déjà des acteurs qui sont très intéressés et qui, le jour où c'est autorisé et évidemment réglementairement opérationnel, nous demanderaient de faire quasiment tous les traitements par drone et pas à dos d'homme. Voilà. Je peux en parler beaucoup plus, mais on n'a pas beaucoup de temps non plus. Donc je vous invite à passer à la slide suivante. Donc là, je vais vous parler ensuite de blanchiment de serre. Donc avant, on appelait ça le chaulage, parce que c'était exclusivement que de la chaux. Maintenant, il n'y a plus trop de chaux dans les produits. Donc ce sont des produits maintenant très techniques. On parle de produits temporaires, permanents. C'est des produits qui peuvent filtrer les infrarouges, etc. Donc le blanchiment de serre permet de stopper ou de réduire l'effet de serre sur les serres de production agricole. L'effet de serre est bénéfique en hiver parce qu'on veut qu'il fasse chaud sous la serre, mais arrivé à l'été, la chaleur devient létale pour les cultures et donc on fait à ce moment-là un blanchiment de serre. L'inspection du travail et la MSA demandent à ce que les agriculteurs ne montent plus sur les serres, puisque les pires coupures, au-delà des blocs chirurgicaux, c'est la coupure par verre. Donc si quelqu'un tombe sur une serre en verre et que le verre n'est pas sécurite, c'est quasiment la mort assurée. Donc il y a énormément d'accidents tous les ans. Donc le drone permet de réduire le risque humain très fortement, permet d'aller parfois plus vite en fonction de l'intensité du blanc que l'on souhaite. Là, je vous présente quelques méthodes sur la slide. Donc à gauche, vous voyez un de nos drones qui fait un blanchiment de serre. Là, sur un site de l'INRAE, par exemple, puisque un opérateur, il y a quelques années, était tombé et miraculeusement n'avait rien eu. Et depuis, on le fait par drone sur ce site-là. Et sur la droite, c'est un outil qu'on a dans le groupe chez nous. C'est un robot qui se déplace sur une serre. C'est un robot qui fait une tonne. Mais sur cette serre, c'est possible de mécaniser ce type d'application. Donc on n'a pas que des drones aériens, on a aussi des drones terrestres qui peuvent faire du travail. Donc, grosso modo, si un personnel peut faire 1 ou 2 hectares par jour en blanchiment de serre, la machine pourrait faire 1 hectare en 1 h 30 et le drone peut faire 1 hectare en 20 minutes en fonction évidemment du dosage souhaité, donc que l'ombrage soit léger ou très fort. Mais le drone peut être un outil très pertinent et nous, c'est une des applications qu'on fait le plus, c'est le blanchiment de serre. Là, je vous montre comment un opérateur, par exemple, qu'on a vu sur un de nos chantiers, pouvait travailler. Donc, on imagine bien que même s'il met un harnais, même s'il a une cage en métal autour de lui, c'est extrêmement fatigant de faire ça. Il faut monter à l'échelle pour aller sur la toiture. Quand on monte à l'échelle sur la toiture, bah, il faut porter la cage en métal autour de soi si on ne veut pas être tout seul sur le verre. Donc, c'est extrêmement délicat et très difficile à faire. Pour la partie consommation de carburant, parce qu'on parle de décarbonation de nos activités, donc le drone, lui, utilise des batteries, donc on va dire électriques, mais ces batteries ne se recherchent pas toutes seules. Donc sur le terrain, on a quand même des groupes électrogènes pour faire le travail. Sur les groupes électrogènes, on est par jour, on est entre 25 et 50 litres de carburant par jour. Donc c'est malgré tout assez peu. Quand on compare des tracteurs, etc., ça peut être beaucoup plus en tracteur. Le drone ne sera jamais un concurrent au tracteur, mais quand on parle de décarbonation, on en fait, mais c'est jamais nul. Évidemment, dans nos activités agricoles, le zéro carbone est difficile. En tout cas, grâce aux drones aériens, on réduit très fortement l'usage de moteurs thermiques, etc. Voilà. J'en dis pas plus, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravi de répondre à vos questions. Merci. Alors,
On a déjà une question dans le chat. Est-ce qu'il existe un produit anti-limaces dont l'épandage par drone en grande culture est autorisé? Alors, très bonne question, parce qu'on voit déjà des applications aujourd'hui. Donc, les anti-limaces d'aujourd'hui sont interdits par drone, puisque ce sont donc des produits phytosanitaires dans le sens biocide, on va dire, sur les insectes. Aujourd'hui, c'est pas faisable par drone aérien. Maintenant, dans la loi qui va être, qui a été votée, mais dont on attend le décret d'application, si le produit en question est UAB, donc utilisable en agriculture biologique, et que la parcelle en question fait partie des conditions de parcelle, ça serait totalement réalisable. Je précise, on a eu dans le Var une dérogation d'usage du drone pour des produits phytosanitaires sur des vignes qui ont été inondées sur Bormes-les-Mimosas. C'est une grande première qu'on a eue en 2025 sur cette dérogation, puisque c'est la première fois que l'État n'autorisait en aérien que le drone. D'habitude, il autorise tous les systèmes aériens, et là, l'année dernière, il y a eu la première dérogation que pour le drone. Donc si sur grande culture, par exemple, vous avez un événement climatique ou une attaque exceptionnelle, par exemple de limaces en grande culture, si le président de la Chambre d'agriculture et le préfet sur place sont coopératifs, il pourrait tout à fait y avoir une dérogation, si normalement c'est pas possible, d'avoir une dérogation pour faire ce traitement sur on va dire, une zone géographique définie et un produit défini. C'est tout à fait audible maintenant depuis l'année dernière de travailler ces choses-là. Et je vous invite à ce qu'on en discute ensemble si ça vous intéresse, évidemment. Très bien. Alors, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Moi, j'avais une question par contre. Euh, Vous avez parlé du risque humain, du coup, qui était limité, mais moi, je me posais cette question, peut-être vous l'avez évoqué, mais le fait d'avoir une pulvérisation par drone de certains produits phytopharmaceutiques, est-ce que l'utilisation des drones permet d'avoir comment dire, une diffusion hors parcelle ou hors culture qui soit plus maîtrisable au regard voilà, de la biodiversité par rapport à une pulvérisation classique où on sait que voilà, par diffusion au niveau de l'air, on peut avoir des dommages collatéraux? Donc ça, c'est ce que vous appelez la dérive en Ouais. termes techniques en agriculture. Donc la dérive, c'est quelque chose qui est extrêmement réglementé. Donc pour un produit donné, par exemple, en fonction du type d'application, la dérive sera autorisée que sur, par exemple, 5, 10, 15, 25 ou 50 mètres. Donc ça, c'est un point très important. Pour l'instant, pour le drone, on ne sait pas ce que le décret d'application va annoncer. Par contre, il est certain qu'en drone, d'avoir une cartographie précise permet que la pulvérisation s'arrête avant, ou en tout cas en bordure de parcelle. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin pour faire la pulvérisation. Et ensuite, ce qui est pratique sur les derniers drones d'aujourd'hui, c'est qu'on peut régler la taille de la gouttelette. Donc ça, ce qui fait que plus la goutte est grosse, plus elle est lourde, et donc au moins la dérive, la gouttelette sera emmenée de loin par le vent, des rotors, etc. Donc aujourd'hui, moi je peux pas, pour donner un exemple, hein, si on fait une gouttelette de 10 microns ou une gouttelette de 500 microns, la 10 microns ira beaucoup trop loin, alors que la 500 microns aura une dérive très limitée. Ensuite, dans la réglementation agricole, la dérive peut être strictement minimale s'il y a la présence de haies autour de la parcelle. C'est quelque chose qui est connu des agriculteurs, la présence de haies. Voilà. Et puis la hauteur du drone va impacter, la vitesse du drone va impacter. Donc la dérive, c'est pas simplement, donc c'est la conséquence de la pulvérisation, mais il y a énormément de facteurs qui engendrent de la dérive, et donc tout ça, ça sera encadré par le décret d'application. Très bien. Ok. Donc je vois que sur le chat, Sandrine, Julie Ars reprécise les choses, effectivement, par une approche for lobbying entre le président de la Tout Chambre à fait. d'agriculture et comme tu disais, Augustin, une, Tout, une tout à fait. coopération, une collaboration entre le préfet et la Chambre d'agriculture qui a fait que Oui. ce cadre est J'avais pas vu que la Chambre du Var était là. Bonjour Julie. Mhm. Mais en effet, c'est extrêmement juste. Le président de la Chambre a fait même plus qu'un gros lobbying. Je pense que le terme est faible. Il a été remarquable pour les agriculteurs pour venir en soutien. Et puis après, on a tous travaillé. Moi, j'en suis vraiment témoin. On râle souvent sur le travail des fonctionnaires dans notre pays. Moi, j'ai passé des soirées avec l'ADRAF, avec la DGAL à Paris, avec le ministère de l'Agriculture à Paris, au téléphone, mail, le maire de Bormes-Mimosas qui a été exceptionnel parce qu'il est allé un samedi matin afficher la déclaration de traitement en mairie alors qu'il n'était pas censé du tout y aller, etc. Donc tout le monde a été exceptionnel. Donc aujourd'hui, les textes réglementaires permettraient
qu'on ait de la dérogation de plus en plus, hein. De toutes les façons, la partie phytosanitaire par voie aérienne, la base de cette dérogation restera dérogatoire. Donc ne vous habituez pas trop à tout ça, ça restera toujours dérogatoire parce que en même temps qu'il y a des lobbies qui aident les agriculteurs, il y a d'autres lobbies qui, malheureusement, tirent à vue sur tout ce qui pourrait être efficacité en milieu agricole. Voilà, pour pas être plus. Mais bon, ce qui est bien, effectivement, c'est un cas d'usage qui a pu être mis en œuvre. Et c'est vrai que ça mériterait peut-être d'en faire un peu plus là. Bon, on a vu dans la presse spécialisée il y avait eu quelques articles, mais c'est vrai que ça mériterait peut-être d'être un peu plus euh, communiqué parce que ça montre que, comme tu disais, Augustin, des choses sont possibles pour peu que des gens s'entendent et des échanges constructifs. Tout à fait. Avec grand plaisir. Et donc, juste par rapport à la question là de Sandrine, de toute façon, par rapport aux dérives, les possibilités de traitement, que ce soit par drone, répondent aux mêmes règles que les traitements terrestres, c'est-à-dire il y a des vitesses de vent maximum ou ce genre de choses. On est dans les mêmes conditions. Alors, pour l'instant, on espère être dans les mêmes conditions, mais on sait de sources sûres que le drone aura d'autres conditions que les matériels terrestres. Et malheureusement des conditions inférieures. Donc Bon. on verra ce qu'on aura, mais évidemment que si le vent aujourd'hui pour les tracteurs est limité à 19 km/h, si ce vent est diminué pour le drone, ça veut dire qu'on va diminuer les fenêtres météo pour l'application. Bon, ça, je ne veux pas ennuyer tous ceux qui sont en visio et dont l'agriculture n'intéresse pas forcément, mais aujourd'hui, en fait, notre activité, là où elle est délicate, c'est qu'on a toute la réglementation aérienne qu'on doit gérer et toute la réglementation agricole qui doit être gérée. Et c'est quand les deux viennent en frontal que c'est pas facile. Voilà. Mais on connaît très bien les deux et puis on est prêt à l'expliquer et à la partager avec tous ceux que ça intéresse. Ok, merci. Très bien. Très bien, merci Augustin. On va passer, alors on devait passer à la présentation de DroneVolt par Frédéric Glorieux ce matin, qui a eu un empêchement, donc on n'aura pas sa présentation. Hubert, tu voulais peut-être profiter du coup Ouais, non, de ce temps-là pour faire un petit point? ouais, l'idée Ouais. aujourd'hui, c'était de vous donner un peu un panel des différents usages qui peuvent être faits avec les drones. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on avait parmi nos adhérents des acteurs de agriculture qui sont un peu votre sujet de prédilection. Mais l'idée, c'est de montrer aussi d'autres usages. La logistique que va présenter Mathilde. Et puis, l'aspect sécurité aussi est important. Donc, c'est pour ça qu'on avait proposé à DroneVolt. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions drones qui peuvent être utilisées pour faire de la surveillance de sites ou de l'inspection, notamment des drones qu'on appelle drones in the box, qui peuvent aller faire des levées de doute, je pense notamment à des sites industriels un peu particuliers où il peut y avoir certains types de menaces. Et donc, il faut savoir qu'il existe aujourd'hui des solutions qui peuvent aider effectivement à la protection de sites et à leur surveillance. Voilà. Très bien. Alors, on va passer à la présentation de Grepehawk par Pierre Mattei. Donc, je vais arrêter le partage, Pierre, et je te laisse pouvoir partager ta présentation. D'accord. Hein, je prendrai la main après. Et voilà. Est-ce que tu as mon diaporama déjà, Sandrine? Là, oui, on le voit. C'est bon. Ok, ok. Bon, bonjour à tous et à toutes. Mon nom c'est Pierre Mattei. L'accent, c'est terrible, c'est brésilien. Je suis français et brésilien. Pardon, l'accent, ça devient trop fort. Et d'accord. Aujourd'hui, nous irons parler du développement et fabrication d'un drone agricole avec cette concentration dans le monde agro. Et on va parler un peu du génie, mais tout à fait l'impact sur les terrains. Donc, pour les débuts, on va parler un peu de Grepehawk. C'est une société qui a été créée depuis 5 ans en France. C'est une société française, bien française. Mais nous avons une histoire de un peu plus de 25 ans dans le domaine des drones pour l'agriculture. Et à gauche,
Vous pourrez regarder des drones seulement. Nous avons déjà développé et fabriqué une trentaine, ça veut dire les groupes, l'équipe qui aujourd'hui forme la Groupe Rock. C'est une équipe que nous sommes ensemble depuis plusieurs années. Et donc, l'expérience est très large, à grande échelle, de tous les types de drones. Mais tout à fait, la plus grande partie, c'était dans le domaine agricole. Mais nous avons aussi une capacité dans le domaine des capteurs, à gauche, au centre. Vous pouvez noter que nous avons une caméra qu'on appelle le capteur mood spectral. On va parler un peu plus dans notre slide. Nous avons une équipe avec la capacité de monter, de traiter, de faire la maintenance de drones. Et en bas, vous pouvez regarder notre site au Brésil. Nous avons une filiale au Brésil. Très rapidement, à droite, vous pouvez regarder félicitations Agrobio pour le travail. C'est exactement ça. Le drone présente des avantages très larges par rapport à l'utilisation humaine du tracteur et par avion. Au centre, vous pouvez regarder une application que nous avons faite au Brésil dans un champ de canne à sucre dans lequel nous avons réduit, ciblé le mauvais herbe et ciblé la pulvérisation. Donc, un avion va faire la pulvérisation à plus de 100 hectares et on va réduire ça pour 30 hectares avec toute une concentration, réduction de la possibilité de dérive. Donc, il y a des avantages qui sont très clairs, à mon avis. À droite, c'est un drone un peu différent. Nous n'utilisons pas de capteur optique, mais un capteur qu'on parle, c'est DINSA. C'est un type de radar télémétrique. Et l'avantage, c'est qu'on peut regarder en dessous des plantes, peu importe la couverture des plantes, on peut rester comme il n'était pas là, et même au sous-sol. On peut aller 20 cm, si on veut, avec un vol, profil des vols un peu différents, on peut aller 20, 40 mètres, tout à fait en dépendance du type de sol, de l'humidité. En bas, très rapidement aussi, des expérimentations, des algorithmes que nous avons développés pour le traitement en temps réel des images. À gauche, pour mauvaises herbes, en canne à sucre, et à droite, pour la comptage de bétail, pour les cheptels. Automatique en temps réel aussi, un peu avant. Donc, la première chose pour moi, c'est un choc quand j'ai rentré en France en 2021 pour créer la Groupe Rock, c'est un choc car on était bien concentré sur les drones. Et la réalité, c'est que les drones, peu importe, il y a plusieurs fabricants, les Chinois, les Français, les Allemands, les Américains, il y a partout. Donc, le drone, c'est devenu une commodity. Mais peu importe, c'est une machine, c'est une plateforme qui est nécessaire. Mais si on reste sur le drone seulement, on va faire une compétition. Les marchés, ce n'est pas très bien, c'est très compétitif. Donc, nous avons changé complètement le business que nous avons pensé au début et nous avons parti sur les côtés intelligence. Donc, aujourd'hui, on parle d'intelligence des drones, sur les capteurs, sur l'intelligence embarquée. Et nous avons changé beaucoup le système. Hop, c'est parti. Voilà. Donc, tous les projets dans le domaine d'aéronautique et d'espace, on utilise des génies des systèmes. Et évidemment, si on parle d'un satellite, d'un gros fusée, on va traiter les choses bien d'une forme très complexe. Et ce n'est pas la même chose qu'on fait évidemment chez Groupe Rock. On utilise les modèles, mais d'une forme un peu plus légère. Mais on commence avec les exigences, on va faire la définition, quelles sont les demandes, quels sont les contrats, quelles sont les exigences pour faire les projets bien pour le client et bien évidemment sur le règlement. Et après, on va faire une définition de l'architecture, système. Après les dessins, on va faire les projets basiques, après détaillés, on va les fabriquer. Et après, on va faire les essais sur le niveau sous-système. Chaque partie de robot, on peut dire, comme a dit Hubert, chaque partie du robot doit être testée. Après, on va faire les tests, les essais d'intégration. Et après, ce qui importe, on va le tester sur le terrain. Donc, il faut prendre compte que le monde agricole
c'est difficile, c'est agressif, il y a de la chaleur, de l'humidité, des poussières, il faut prendre compte des obstacles, des arbres, des constructions humaines, et voilà. Donc, il n'y a pas de connectivité, en principe. Et donc, il faut prendre compte aussi qu'est-ce que le client exige. Il veut regarder un drone qui soit joli, qui soit fiable, une interface visuelle facile, l'utilisation aussi facile, ça veut dire même l'interface avec l'ordinateur, le système logiciel soit facile, et la fiabilité. Il faut marcher comme prévu. Un exemple que nous avons fait en France avec les soutiens de la BP France et de l'Agence spéciale européenne, avec les ABIC, et on travaille encore, on travaille avec l'Université des Reims Champagne-Ardenne, exactement ça. Nous avons la plateforme, mais le plus important, c'est l'intelligence. Donc, la problématique, c'était la flavescence dorée dans le vignoble du Champagne, c'est large, c'est devenu un problème réel. Comment on peut faire l'identification de cette maladie avec un drone de forme plus vite et plus précocement? Ça veut dire identifier avant un signe comme nous avons dans la photo à droite. Donc, c'est très clair que la plante est malade. Mais comme nous avons une situation comme ça, il faut la couper tous les vignes qui sont autour. Donc, c'est vraiment mal. Donc, nous avons travaillé sur les côtés drôles, sur les côtés capteurs. Les capteurs étaient développés pour faire l'éducation de flavescence dorée sur les vignes du Chardonnay à Champagne. Donc, c'est très spécifique. Et ça a une différence, par exemple, quand on va travailler avec un drone chinois, le DJI, c'est très connu, c'est très bien, le drone, c'est vraiment fiable. Nous avons aussi le drone chinois, donc c'est très bien, mais c'est généraliste. Donc, nous avons développé un capteur, c'est très concentré et avec un focus sur la flavescence dorée des chardonnays à Champagne. Donc, il y a des différences. Nous avons travaillé sur les capteurs, niveau drone, et l'université travaille sur les algorithmes, ça veut dire comment transformer la lumière dans une identification précoce des flavescences dorées. C'est ce qu'on fait. Et nous avons deux systèmes d'intelligence artificielle embarqués. Un pour la conscience situationnelle, c'est pour prendre les risques qui sont potentiellement dangereux, ça veut dire on va éviter un obstacle, un arbre, un relève qui peut être dangereux. Nous avons noté qu'il y a un autre drone, nous avons noté qu'il y a une construction humaine dans le chemin, il faut l'éviter pour éviter de passer conformément au règlement. Et les mosaques, on travaille, c'est le côté qu'on parle de module charge utile, ça veut dire nous avons le hardware, ça veut dire la caméra, et nous avons aussi des logiciels embarqués et toute l'interface pour prendre compte et augmenter la qualité du service. Un exemple que je vais passer très vite, c'est exactement un drone que nous avons développé en partenariat avec l'Université des Reims, Champagne-Ardenne. On prend compte, évidemment, c'est toujours comme ça, on prend compte quelles sont les exigences niveau agro et niveau business. Et après, on va faire un architecture système. Par exemple, je vais regarder un graphique que nous avons fait en Excel. C'est très simple, notre modèle de travailler. Très simple pour vérifier que la taille de la batterie, que le poids, la taille, l'énergie que c'est nécessaire. Et faire la définition de l'architecture. Ça veut dire que la taille des lisses, que le système électronique que nous avons, que le moteur, tout ça, on va faire l'architecture système. Après, on va faire le design, évidemment, avec un dessin CAD. Et nous avons utilisé aussi un jumeau numérique dans ces cas-là. C'est l'image en bas à gauche. On va faire la fabrication. Ici, c'est moi qui fabrique une batterie pour ces drones. À droite, on commence à monter sur le V, le modèle V. On va faire le test unitaire, ça veut dire essayer chaque partie de notre système. Par exemple, l'algorithme, la batterie, le système de navigation, on va essayer chaque ça. Et après, on va faire le test d'intégration. Et enfin, finalement, on va faire la validation. Donc, c'est normal de faire face à des problèmes, même si on
on est très rigoureuse avec le modèle, le développement. Dans les moments de faire la validation, ouais, c'est normal de rencontrer quelques problèmes. C'est exactement ça qui s'est passé. Donc, on travaille avec ce qu'on parle d'intelligence opérationnelle. C'est un modèle. J'ai commencé ma vie en tant que pilote militaire. Donc, et après plusieurs projets de développement de drones, de satellites, des avions, de systèmes embarqués. Donc, c'est toujours comme ça. On va regarder ce qui s'appelle le modèle OODA. On va observer, orienter, décider et agir. Et l'idée de la structure d'intelligence opérationnelle chez Grepora, c'est de faire le plus vite possible dans le monde agro avec des drones d'observation. Donc, on parle des drones intelligents. Hubert a parlé du système autonome, c'est exactement ça. Je pense que c'est les chemins. Et on travaille beaucoup avec, dans les systèmes. Notre concentration, en fait, c'est sur l'intelligence qu'on parle, elle. C'est proche de problématiques, de capteurs, et l'adaptation des missions. Et on travaille beaucoup avec l'intelligence à l'échelle, ça veut dire le jumeau numérique, et pour prendre la décision. Par exemple, si on travaille avec l'agribio, on va l'envoyer l'information pour rendre plus vite et plus facile l'agribio faire la pulvérisation. Donc, c'est que l'agribio a besoin, et c'est notre rôle. Par exemple, je vous donne un exemple de préparer et faire le plus vite possible. Après, employé, par exemple, dans nos monde agro, tout peut changer. On peut avoir des maladies, des besoins qui n'étaient pas là avant la pluie. Donc, les choses peuvent changer très vite dans le monde agro et on ne parle pas même, c'est encore plus difficile dans le monde de la défense et de la sécurité. C'est la même chose. Donc, très vite, j'ai déjà parlé de les deux figures, deux images à gauche. Ce sont des images de traitements embarqués en temps réel, d'éducation de mauvaises herbes dans les champs de canne à sucre, des comptages de bétail dans les champs. Et à droite, c'est un drone que nous sommes en train de finir le prototype. C'est un peu plus fort, qu'on appelle Terra Edge, pour faire la surveillance de terrains de plus de 4000 hectares par vol, avec une capacité évidemment de vol décollage et atterrissage de la verticale. Et je pense que c'est ça, et je vous remercie. Si nous avons des questions, je serai ravi de... Alors oui, il y a une question dans le chat. Alors, je pense que c'est lié, c'est une question qui, à mon avis, tu as déjà donné en partie quelques réponses pendant la présentation, mais je lis la question. Y aurait-il des possibilités existantes ou en développement de drones faisant des photos aériennes avec de l'infrarouge ou des UV ou de la colorimétrie, par exemple, qui permettraient d'identifier, comme par photo satellite, mais à l'échelle d'une parcelle, des problématiques de nutrition, d'irrigation, de développement du végétal? Voire peut-être même de piloter de l'irrigation par surveillance de l'évapotranspiration ou la température de la canopée des vergers, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu peux apporter comme élément de précision? J'imagine que c'est lié aux capacités de la caméra multispectrale. Oh, ok, je pense que c'est Julie qui a fait la question. Merci Julie pour poser cette question. Vraiment merci, c'est exactement ça. La caméra que vous avez vue, c'est une caméra multispectrale. Il y a deux chaînes qu'on appelle SWIR. Nous avons l'infrarouge médium, on peut dire. On va jusqu'à 1 micromètre. Les thermales, on parle des 10 micromètres. On a à 1 micromètre, c'est proche de visuel, mais c'est déjà infrarouge. Nous sommes capables, en tant que monde, de regarder ce type de fréquence, de longueur d'onde, mais on a des informations qui sont très intéressantes quand on veut identifier quelques maladies, quelques problématiques. Et c'est exactement ça qu'on utilise c'est pourquoi nous avons développé cette caméra pour l'université. C'est très difficile de rencontrer, c'est pas facile, ils sont très chers dans les marchés. Vous avez parlé de sécheresse, de stress hydrique. Nous avons un projet aujourd'hui avec la NRAE, exactement ça. On travaille avec des drones
mais le drone va apporter une vision plus étroite, avec une résolution plus forte, mais on va faire le travail avec les satellites, les capteurs au sol, les IoT, qui va nous donner des informations qui sont constantes, sont fiables. Il va pas, c'est plus facile de faire avec des satellites, des capteurs au sol, avec, on peut dire, un coût très bas. Nous n'avons pas besoin d'un opérateur dans le milieu de terrain. Donc, on va travailler avec le capteur au satellite et IoT. Et quand nous avons besoin, ça veut dire nous avons identifié un problème, potentiellement un problème, nous avons des informations qui sont différentes du côté capteur sol et des satellites. Donc, on va envoyer un drone pour faire une surveillance plus étroite. Donc, ça, toutes les informations vont s'apporter, sera envoyé sur un jumeau numérique, on peut faire l'identification. Moi-même, j'ai fait avec le soutien de l'ESABIC, j'ai développé un algorithme dans lequel on va faire la fusion d'une image satellite, ça veut dire à grande échelle, avec une résolution P plus bas, 10 mètres par exemple, sur le Sentinel-2, avec une imagerie drone. Ça sera une petite partie de l'image du satellite à grande échelle, mais on va parler de 5 cm dans mon cas. Donc, on peut faire même la fusion des informations et on peut avoir à grande échelle quelle est la situation de la région et on a aussi l'information très précise. Donc, pour répondre finalement à votre question, oui, c'est exactement ce qu'on fait, c'est de faire des capteurs, des logiciels pour des problématiques spécifiques. Donc, ce n'est pas possible de faire, c'est très difficile de faire avec des systèmes commerciaux. Alors, Julie, il y a encore des questions, on a encore quelques minutes, qui sont plus techniques, c'est-à-dire que, en fait, comment ça fonctionne? Est-ce que le drone décolle automatiquement pour pouvoir faire une surveillance, par exemple? Et comment ça se passe? Il y a un quadrillage de la parcelle, il y a un passage régulier, enfin, il y a un système spécifique? Ouais, c'est exactement ce que nous avons parlé. Nous avons le système des consciences citationnelles. C'est un logiciel à temps réel. Ça veut dire un logiciel avec des librairies bien limitées. Et avec un autre logiciel qu'on appelle Moza, qui travaille avec les hardware, le logiciel pour faire on peut dire le management de la mission. Donc, on peut mettre dans notre interface logicielle quel est le terrain à faire la surveillance. Nous pouvons avoir 1, 2, 3 parcelles. Nous avons les limitations, les comptes du drone, du côté capteur. Tout est dans le logiciel. Il va faire la planification. Il est en mathématiques, on peut dire, complexe, pour faire exactement quel est le meilleur schéma pour faire la surveillance des parcelles. Si nous avons 2 ou 3 parcelles, donc on peut faire ça d'une forme le plus autonome possible. C'est pourquoi j'ai commencé en disant que pour les agriculteurs et pour les opérateurs en général, il veut les choses les plus faciles possibles. Il ne veut pas comprendre comment il fait, mais il veut qu'il fasse le travail de forme fiable aussi. Donc, s'il y a, par exemple, un vent qui souffle, en batterie, on peut plus moins d'énergie. Le drone, il faut que le drone prenne compte de cette problématique des changements d'environnement. Il va faire les changements de mission en prendre compte des priorités données par l'agriculteur. Donc, ça c'est très important. Et merci encore une fois, Julie, pour la question. Très bien. Alors, elle a une réflexion. Là, le dernier mot, c'est pas une question, mais une réflexion. Donc, super intéressant. Merci. Hâte que ce soit à des coûts abordables pour les agriculteurs, parce qu'effectivement, ça peut être aussi le cœur du sujet, hein, qu'on soit sur de la cartographie ou plutôt de l'applicatif de ce qu'Augustin a présenté. Il y a quand même, voilà, ce sont des solutions qui ne sont pas forcément toujours
comment dire, à la portée des agriculteurs. Mais on en parlera après parce que moi, je vous ferai un petit point justement sur des opportunités de financement. Et voilà, après, il faut voir un peu comment ça peut s'agencer. Merci Pierre. Alors, on va passer à la présentation suivante. Donc, je vais reprendre la main du partage. Euh, et puis, du coup, je vous invite à échanger, en tout cas après le webinaire ou à la fin du webinaire, on a gardé un petit temps d'échange. Donc, s'il y a encore des questions, on pourra poursuivre ces échanges-là. Et puis sinon, je vous invite à rentrer en contact justement pour échanger de façon plus précise si nécessaire. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oh, c'est bon, normalement, partagé. Donc, on va laisser la parole à Mathilde Van Dufel, donc de Deliverone. Où là, on est sur une solution, on sort du volet plutôt agricole dans lequel on était avec AgriBiodone et Grapehawk. Et là, on est plutôt sur un schéma logistique. Donc bonjour à tous, merci beaucoup pour la passation de parole. Je suis Mathilde Van Dufel et je vais vous parler de Deliverone et notamment le drone en application dans le domaine médical. Et on s'est posé une question, et si la technologie pouvait garantir à chaque patient, partout en France, le même niveau de soins? Et c'est ce qu'on va essayer de répondre avec Deliverone. Est-ce que vous pouvez changer de slide, s'il vous plaît? Merci. Donc Deliverone, c'est une start-up fondée pour révolutionner la logistique médicale, c'est ce que je vous disais précédemment. Fondée en 2021, c'est totalement dédié aux drones dans le secteur médical et notamment pour les établissements de santé français. Aujourd'hui, on a 100% de notre focus et de nos investissements qui sont mis dans la réussite de nos projets et un niveau d'expertise et d'expérience inégalé en France sur la partie drone médical. On a été soutenu par plusieurs organismes en juillet 2025 avec une grosse levée de fonds qui nous a permis de déployer davantage d'équipes, de matériel, de technologie. Voilà, on peut passer à la suite, s'il vous plaît. Donc, notre constat, il a été simple et c'est la naissance de l'idée Deliverone, c'est de se dire que la logistique actuelle, logistique médicale, a un impact sur le patient. On voit bien qu'il y a une rupture dans les flux médicaux actuellement, notamment sur le flux de transport d'un prélèvement. Par exemple, ici, on a la chaîne logique de ce qui se fait habituellement. Donc, quelqu'un est pris en charge, un patient est pris en charge pour un prélèvement. On a déjà une attente entre le moment où le prélèvement est fait et potentiellement l'arrivée du coursier routier, parce qu'actuellement, c'est par la route que passent ces prélèvements pour être acheminés jusqu'à un laboratoire. Donc là, on a déjà une attente puisque tout est fixé selon un planning bien défini. Ensuite, on a les transports routiers. Donc, parfois, on sait très bien que le transport peut prendre jusqu'à quelques heures, alors que normalement, quelques minutes. Mais selon l'heure à laquelle on va prendre la route, on sait très bien qu'on peut se retrouver dans les bouchons et ne plus pouvoir circuler du tout. Donc ça, c'est vraiment le point, le facteur imprévisible du modèle actuel. Et ensuite, on a l'analyse du prélèvement. Donc ça, forcément, ça prend un petit peu de temps. Et ensuite, on a la prise en charge du patient et le diagnostic qui s'effectue. Donc ça, c'est le modèle actuel. Aujourd'hui, Deliverone utilise le drone justement pour s'affranchir de cette contrainte routière qu'on a dans le modèle actuel et qui pèse très lourd sur la santé, sur le soin et sur le patient. Est-ce qu'on peut passer à la suite, s'il vous plaît? Merci. Donc aujourd'hui, on a une solution qui en maillage, on propose un maillage territorial de drones médicaux. Donc comment ça se passe? En fait, c'est pouvoir relier les centres hospitaliers, pardon, les établissements de santé qui n'ont pas forcément de laboratoire sur place, avec justement un laboratoire ou un établissement support qui, lui, va avoir un laboratoire sur place pour analyser ces prélèvements. Donc en fait, c'est la même logique que ce que je vous ai présenté avant, sauf que là, au lieu de passer par la route, on passe par les airs avec des drones qui permettent de transporter les prélèvements. Donc aujourd'hui, on est en transport médical totalement homologué.
On a la validation pour transporter les prélèvements biologiques de la pharmacie et les poches de sang qui sont actuellement en cours d'autorisation. On est totalement dans le respect des normes de produits de santé et normes aériennes. Donc, on est sur le respect des normes aéronautiques, donc tout ce qu'on a pu parler avant, donc de dépôt de SORA, d'obtention de ZRT, on en reparlera après, mais sur le côté réglementaire, on est totalement dedans. On a l'autorisation de transport de matières dangereuses parce que bien évidemment que tout ce qui va être du secteur médical doit être conditionné de manière particulière. On a du coup une obligation de suivi de température sur les opérations de transport médical, puisque certains prélèvements ne peuvent pas être conditionnés à une certaine température ou à une diminution de température. Donc, on a le transport de produits de santé de -20 degrés, de 2 à 8 degrés ou de 15 à 25 degrés. Et enfin, on a un système logistique pensé pour les patients et les médecins. Donc, on a des trajets réguliers programmés. Donc, au final, le même fonctionnement qu'un coursier routier classique. On a aussi des trajets de nuit, de week-end et de jours fériés qui sont mis en place. Et enfin, on a des trajets d'urgence à la demande. Donc ça, c'est vraiment très utile. C'est vraiment repenser sa logistique, puisqu'actuellement, on est vraiment que dans des trajets réguliers programmés pour la plupart du temps, ou très difficiles à mettre en place dans des trajets d'urgence. Est-ce qu'on peut passer à la suite, s'il vous plaît? Aujourd'hui, la solution, elle fonctionne, comme je vous l'ai dit, avec tous les sites qui sont reliés via un réseau aérien sécurisé. En fait, on travaille beaucoup en système de modèle d'étoile. C'est-à-dire que le drone part d'un centre hospitalier pour aller au laboratoire, puis part du laboratoire pour aller à un autre centre hospitalier. On ne fait pas de roulement, puisque comme ça, on optimise le temps pour ne pas attendre trop longtemps la livraison de prélèvements. Le drone est programmé, effectue des allers-retours réguliers entre les sites. Donc toute la journée, on peut avoir 5, 6, 7, 8 rotations par jour, garantissant la rapidité et la régularité des livraisons. Chaque vol est suivi en temps réel par un télépilote certifié au centre de contrôle basé à Rouen, donc à Saint-Étienne-du-Rouvray pour être plus exact. Tout ça, c'est pour maîtriser les conditions de vol, pour s'assurer qu'on ne représente aucun risque, pour assurer la totale compatibilité de notre solution avec la sécurité de toutes les personnes qui sont autour, personnes et matériel également. Quelques minutes avant l'arrivée du drone, le plateau technique, donc le laboratoire, reçoit une notification via une application que nous avons créée en interne afin de centraliser toute l'information drone sur cette application. On peut passer à la suite, s'il vous plaît. Donc là, on est vraiment sur le système de comment fonctionne la solution dans l'hôpital, dans les hôpitaux, dans les établissements de santé. Tout d'abord, on a le drone qui est disponible, qui est stationné dans une zone dédiée, dont l'accès est simple et sécurisé pour les équipes qui se chargent de son chargement. Donc ici, ce qu'on voit sur la photo, c'est un vertiport. C'est une infrastructure conçue par Delivrone et Mécanolab, donc un partenaire sur cette partie-là. C'est conçu pour stocker le drone. En fait, c'est le garage du drone, plus particulièrement. Ça permet son chargement en toute sécurité par les équipes médicales. Tout est sécurisé et tout est contrôlé à nouveau par les télépilotes à distance. Donc, il y a des systèmes d'alerte. On n'autorise pas l'entrée d'une personne si on n'est pas certaine qu'elle soit en toute sécurité à l'intérieur de l'infrastructure. Tout ça, c'est maîtrisé également. Ensuite, on a la commande et la préparation des sacoches, donc des prélèvements qui vont être conditionnés dans des sachets KPA et qui vont être placés à l'intérieur de la sacoche. Sacoche qui est également certifiée UN 3373 et qui permet le bon conditionnement des prélèvements sans problème. Ensuite, cette sacoche, elle est pesée par les équipes médicales qui sont en charge de sa préparation, puis renseigner toutes les données dans l'application Drone Logistique
Ainsi, demander le transport par drone. La prise en charge est faite par le télépilote à distance, comme j'ai pu le dire avant, afin d'en assurer le trajet dans une sécurité maximale. Enfin, le drone décolle, bien évidemment, et achemine le prélèvement jusqu'au laboratoire. L'application permet au laboratoire d'obtenir tout le suivi, c'est-à-dire suivi des températures, suivi du transport, et aussi d'être alerté pour venir chercher rapidement les prélèvements qui sont contenus dans le drone. Et enfin, l'équipe décharge ce drone et il peut repartir. Est-ce qu'on peut passer à la suite, s'il vous plaît? Bien sûr, notre solution, elle a des bénéfices, hein, des bénéfices au service du soin et de la santé sur le territoire français. Donc des flux plus rapides et plus fiables par rapport à ce que je vous ai dit du transport routier au tout début, des diagnostics plus rapides, donc moins d'attente, des décisions thérapeutiques plus tôt, des séjours plus courts et des transports intercités plus fluides. Ce que ça reflète, c'est pour le patient une rapidité de prise en charge, moins d'attente et moins de stress lié à cette attente. Pour les équipes, un diagnostic et une prise en charge plus rapide et la réduction du sentiment d'incapacité face à cette attente qui n'est pas du tout due aux soins ou à une technique médicale. En fait, c'est vraiment logistiquement parlant, une perte de temps d'être dans un bouchon ou d'avoir une contrainte routière. Pour l'organisation, c'est des séjours plus courts et une meilleure utilisation des espaces et des équipements médicaux. Donc, en fait, la réduction de certains coûts pour les centres hospitaliers. Au final, c'est un parcours patient amélioré, une satisfaction des équipes boostée et une efficacité accrue. On peut passer à la suite, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, on a une solution établie grâce à l'expertise et à l'expérience. Delivrone est le premier opérateur français dans le domaine médical. Aujourd'hui, c'est plus de 70 000 km parcourus en drone sur différentes ZRT, zones réglementées temporaires, obtenues par Delivrone, justement avec un dépôt de SORA, ce qui nous permet de voler, d'avoir un couloir de vol dédié à notre activité entre les différents centres hospitaliers et de créer justement ce maillage territorial. On peut passer à la suite, s'il vous plaît. Donc là, je vais vous présenter un cas d'application qui est un peu le premier cas d'application où c'est un déploiement total depuis plus d'1 an. Donc c'est le cas du centre hospitalier de Verneuil-d'Avre et d'Iton et le laboratoire Cerballiance de l'Aigle. Donc c'est une liaison entre un établissement public de proximité, pardon, et d'un laboratoire d'analyse privé d'un réseau national. C'est la mise en place d'une solution innovante dans une zone rurale au service de la prise en charge et de l'équité du soin sur le territoire. Donc aujourd'hui, entre le centre hospitalier de Verneuil et le laboratoire Cerballiance, on a 5 rotations par jour qui s'effectuent. Le drone effectue 30,5 km en plus ou moins 20 minutes. Généralement, on est plus aux alentours des 20 minutes, mais un peu de vent, une contrainte, on peut monter à du 25 minutes. C'est pour ça que c'est plus ou moins 20 minutes. Si on a le vent en notre faveur, on peut gagner en temps également. L'objectif de cette liaison, c'est du transport rapide, fiable des prélèvements biologiques pour le laboratoire Cerballiance, une réduction des délais pour les urgences et une amélioration du parcours de soins pour le centre hospitalier de Verneuil, une diminution des émissions de CO2 et un désengorgement des routes, pardon. La solution, elle a été lancée en octobre 2024 avec des vols réguliers programmés 5 fois par jour. Un vertiport, donc le garage du drone dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été inauguré en mai 2025. C'est le premier en France. Un passage progressif à 10 vols par jour, puis du 24-24 et enfin à la demande. Et enfin, des résultats clés puisqu'on a gagné 1 heure sur le temps d'attente aux urgences, c'est-à-dire aux urgences du siège de Verneuil. On a réduit le taux d'émission de CO2 à moins 95%, donc soit 35 tonnes par an. Et on a déjà réalisé sur cette ligne plus de 30 000 km. On peut passer à la suite, s'il vous plaît.
Et normalement, il y a une petite vidéo explicative en espérant qu'elle fonctionne. Oui, c'est ce que j'aurais peut-être dû la lancer avant, mais bon. Donc, le drone qu'on voit sur la vidéo est un drone de modèle Eiger 3. C'est un drone qui peut prendre en charge enfin, 3 kilos, en fait. Pas plus de 3 kilos, mais 3 kilos. Il peut parcourir jusqu'à 60 kilomètres et sa vitesse de croisière, c'est plutôt 110 km/h. 3 kilos, ça représente 240 tubes de prélèvement par transport. Donc, c'est quand même une charge importante pour un drone et ça permet la rapidité. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ce drone a 4 hélices au-dessus qui lui permettent de décoller en multicoptère. Et ensuite, il effectue une transition pour voler en mode avion. Voilà. Donc ça, c'était la partie vraiment drone et sa capacité. On peut passer à la suite, s'il vous plaît. Donc, on a d'autres cas d'usage en France qui sont actuellement à la fois sur des expérimentations et à la fois sur du déploiement. Donc là, aujourd'hui, on va travailler avec le centre hospitalier d'Elbeuf-Louviers, le centre hospitalier d'Aix-Pertuis qui a déjà qui a déjà eu le droit à une démonstration de vol. Le CHU d'Amiens qui a déjà également testé la solution drone. Et ça se met en place au fur et à mesure. On a le CHU de Rouen qui travaille déjà en expérimentation avec nous également. Et, euh, et on a de très bons retours des équipes médicales aujourd'hui qui n'hésitent pas à prendre la parole. On peut passer à la suite, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, nous, notre but, vous l'aurez compris, c'est de révolutionner le transport médical en s'affranchissant des contraintes routières. C'est encore en train de grandir. Aujourd'hui, on a 2 liaisons régulières. Cette année, on compte en avoir beaucoup plus puisque des solutions ont déjà été testées et approuvées. Donc aujourd'hui, on va essayer de grandir. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site si vous voulez plus d'informations sur le drone médical. Merci beaucoup. Merci Mathilde pour cette présentation. Alors, je vois qu'il y a Pierre Mattiaï qui pose la question, l'utilisation de drones en remplacement des véhicules terrestres présente-t-elle des avantages économiques au-delà de l'avantage carbone et temps? Oui, donc c'est ce que j'expliquais en fait sur la partie vraiment hôpital. Le gain, il va être pas forcément direct en réalité, mais c'est plus s'affranchir de coûts cachés. Coûts cachés qui sont induits par ce retard de livraison. On va avoir des séjours plus longs, en fait, on va avoir de la mobilisation d'équipements médical euh, alors qu'il n'y a pas forcément la nécessité. Et en fait, tout ça, ça va coûter un certain prix à l'hôpital. Nous, en permettant de gagner 15-20 minutes sur un transport,
on va permettre justement à cet équipement d'avoir un meilleur roulement, équipement ou service, hein. Le service d'urgence, on voit souvent que c'est très engorgé, qu'on a du mal à prendre les patients en charge ou dans des conditions particulières. Aujourd'hui, nous, on est capable avec cette réduction de transport de pouvoir aider les centres hospitaliers justement à fluidifier leurs services et l'utilisation de leur équipement. Donc ça a un coût, mais effectivement, enfin, ça permet d'économiser des choses, mais pas directement sur le coût logistique, si c'est ça la question. Moi, j'avais une question peut-être un peu plus terre à terre, mais euh, est-ce qu'il y a une formation spécifique pour les équipes médicales pour l'utilisation de ces drones? Parce qu'à un moment dans la vidéo, on voit qu'il y a enfin, voilà, une formation et puis aussi peut-être une zone, parce que j'imagine que tous les hôpitaux n'ont peut-être pas une zone d'atterrissage pour les drones. Ça nécessite de l'équipement? Alors oui, ça nécessite de l'équipement et une formation qui est totalement faite par Deliverone. En fait, ça dure une demi-journée, grand max, histoire de prévenir justement les équipes des risques quand même du drone, hein, parce que c'est pas rien. On ne peut pas faire n'importe quoi avec. Donc, les équipes sont formées justement à ce risque, mais également à charger et décharger le drone en toute sécurité. Et au niveau des infrastructures, c'est forcément des infrastructures qui sont adaptées au site. Aujourd'hui, à Verneuil, on l'a vu, c'est une grande zone d'herbe qui nous permettait de mettre un vertiport. Bien évidemment que dans certains cas, on ne pourrait pas mettre de vertiport, par exemple sur un toit d'hôpital, on ne pourrait pas mettre un vertiport. Dans ce cas-là, on adapte l'infrastructure et on mettra plutôt un landing pad. Donc en fait, c'est juste une base métallique avec un QR code qui permet au drone d'atterrir en toute sécurité dans son espace réservé. On le voit bien. Je ne sais pas si on l'a vu sur la vidéo, mais le vertiport, les zones, en fait, sont protégées par des grillages. L'accès est très sécurisé, hein. On ne laisse pas rentrer n'importe qui sur la zone d'atterrissage, de décollage. C'est vraiment que les équipes qui sont formées qui y ont accès. Et après, on a tout un système d'équipement, de projecteurs qui nous permet de détecter le QR code en vol de nuit, par exemple. Donc un projecteur lumineux. On va avoir des caméras, on va avoir une station météo qui nous permet à distance de contrôler le vent, l'humidité, le gel, enfin toutes les conditions météo qui pourraient représenter un risque au vol. On a également un détecteur de trafic aérien qui nous permet d'avoir une visu sur ce qui se passe dans le ciel, parce que tout de même, on peut, je ne sais pas parce qu'on a un couloir dédié que personne ne vole autour. Et en fait, nous, on accorde une grande importance à ça, justement, oui, on a une ZRT qui nous est accordée. En revanche, bien sûr qu'il y aura toujours la priorité aux urgences. Et par exemple, un hélicoptère du SAMU qui traverserait notre ZRT nous appelle, nous, on appelle la tour de contrôle, on gère ça avec lui pour qu'il puisse passer. Parce que on comprend bien que ça, c'est beaucoup plus urgent que les prélèvements, parce que c'est une personne à l'intérieur qui a en attente de soins rapides et graves, hein, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a tout cet équipement. On a également une antenne de communication qui permet aux télépilotes à distance de gérer l'ensemble des paramètres, par exemple du vertiport. Donc oui, oui, ça demande de l'infrastructure, ça demande de la formation. Ça, c'est pour ça que nous, on accompagne les équipes médicales aujourd'hui à mettre la solution en place chez eux. En fait, tout ce côté très lourd, très infrastructure, très réglementaire, tout ce qui est compliqué, en fait, compliqué pour les équipes médicales, en fait, qui ne sont pas leur métier. Nous, on le prend, on fait en sorte que ce soit le plus simple possible pour eux. Très bien. Merci Mathilde. Et donc, Je vois juste, je voulais Ah bah aussi, vas-y. donc sur le sujet, effectivement, logistique, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a une approche sur l'acceptabilité. Donc, Deliverone fait un gros travail, effectivement, en amont, par rapport aux ouvertures de lignes. Et c'est vrai que les prestataires comme ça, qui sont plutôt sur des usages logistiques, sont très sensibles et, puisqu'on est sur
des lignes récurrentes. Donc, effectivement, il faut être tout à fait en accord avec les acteurs de proximité. Donc, je ne sais pas si Mathilde voulait dire deux mots par rapport à cette approche que vous avez chez Deliveroo sur Si, si, bah, l'acceptabilité. on travaille énormément, que ce soit avec le territoire, parce que les mairies, on va survoler des communes, on va survoler des habitations parfois, on va survoler voilà, des boutiques, enfin, que sais-je, mais on va survoler du monde, on va faire du bruit. Potentiellement, alors du bruit, attention, hein, le bruit d'un tracteur tondeuse finalement, mais ça peut engendrer voilà, des craintes par rapport aux habitants, citoyens. Ça, c'est le grand public, ça peut engendrer des craintes. Et nous, on essaye au maximum de rassurer en fait sur ces craintes en faisant de la communication, en apparaissant sur voilà, des médias comme tout à l'heure TF1 pour rassurer le grand public en expliquant que ben, oui, on vole, mais dans le sens médical. Notre drone n'a aucun objectif de filmer chez ces personnes ou voilà, parce que je sais que c'est des choses que j'entends régulièrement. Et en fait, tout ça, on essaye de rassurer au maximum, même les territoires, de travailler énormément avec eux pour qu'ils puissent avoir toutes les communications possibles pour rassurer leurs citoyens. Donc, merci. Donc, effectivement, bon, nous, le Pôle Safe, on travaille beaucoup sur des projets d'appel à manifestation d'intérêt sur des usages drones pour la logistique, pour la sécurité ou d'autres, agriculture. Donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur ce point-là en amont, à partir du moment où il y a une spécification qui a été faite avec un utilisateur potentiel et qu'un cahier des charges a été défini. Dans ce cahier des charges, on est très sensible effectivement à cette approche d'acceptabilité avec les industriels qui seront sélectionnés dans l'AMI et que du coup, avec notre centre d'essai et les partenaires qu'on peut avoir, notamment le laboratoire avec l'école d'ingénieurs de l'ISEN à Toulon qui développe une approche acceptabilité, on est très sensible à ce travail en amont parce que c'est ce travail en amont qui va faire que on va avoir une satisfaction des différentes parties prenantes et des acteurs de proximité ou des citoyens qui sont à proximité ou des autres acteurs économiques qui sont à proximité de ces espaces où il y a des usages drones. Et donc, c'est très important pour la pérennité de l'activité et le développement de l'activité. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport, alors effectivement, Pierre, on est plutôt sur des développements de solutions, mais si on concerne Augustin et Mathilde, on est plutôt sur de la proposition de services. Et là, vous avez quand même deux sociétés qui, en termes d'accompagnement à la politique du changement, donc vers leurs clients, que ce soit l'agriculture pour l'un ou la santé pour d'autres, sont très, très sensibles et très bons, puisque on les a vus à l'ouvrage, sur cette approche-là et le fait qu'effectivement, les utilisateurs potentiels, les aider à la prise en compte de ces nouvelles technologies. Et donc, cette politique du changement, et c'est quelque chose de très important à développer chez les clients, et les deux sociétés le font très bien. Merci Hubert. Est-ce que je peux juste rajouter une petite chose ou pas? C'est possible? Oui, allez-y, on a encore un peu de temps. Je présentais juste notre cœur de métier, c'est la prestation de service. C'est ce qu'on fait, ce qu'on faisait, ce qu'on fera toujours. Mais on voit depuis quelques mois que des agriculteurs veulent s'équiper eux-mêmes, évidemment. Et donc, depuis quelques mois déjà, voire années, on vend aussi des drones agricoles et on accompagne à l'intégration de tout le système. Donc, aussi bien sur la partie réglementation aérienne, donc SORA, matériel, etc. Donc, si vous connaissez des agriculteurs qui veulent s'équiper, ils seront bien accueillis. On connaît bien le métier, donc ils auront du conseil spécialisé et sur mesure. Très bien, bah, c'est noté et ce sera diffusé hors champ de ce webinaire, parce qu'effectivement, on peut avoir des contacts avec des agriculteurs ou des coopératives, enfin voilà, des structures agricoles qui pourraient avoir des besoins et souhaiteraient s'équiper. Tout à fait. Donc, je voyais qu'il y avait une question d'Anne-Sophie sur la région Rhône-Alpes. Donc, je vois qu'Augustin a répondu en partie, mais effectivement, il y a des entreprises en région Rhône-Alpes qui développent des solutions drones. Bon, nous, on en a effectivement dans notre écosystème. On a entre autres Hexadrone sur Saint-Étienne. On a, enfin, là, j'en avais en tête, puis là, maintenant que je prends la parole, il m'échappe, mais
Mais effectivement, il y en a d'autres. Donc, il y a effectivement des acteurs qui développent des solutions. On est plutôt, comme l'a dit Augustin, sur l'agriculture aujourd'hui, on n'a pas trop d'industriels qui proposent des solutions nationales. Les acteurs du drone français vont être plutôt sur des solutions liées à la surveillance, à la sécurité, à la défense et maintenant à la logistique. Mais on a des acteurs nationaux et on en a en particulier sur votre région qu'on pourra vous présenter. Et il y a une dernière question, Hubert, qui est peut-être un peu plus large, mais intéressante. Dans le futur, quel type de compétences techniques vont rechercher les entreprises qui mettent en œuvre des drones ou qui les conçoivent et les maintiennent? Donc ça, on vous laisse la parole, Augustin et Mathilde, peut-être, et pour la partie service, et après pour la partie conception, Pierre, si tu pourras compléter. Aujourd'hui, si je peux me permettre, sans nous plaindre, aujourd'hui la technologie est extrêmement évolutive rapidement. Aujourd'hui, les quelques blocages qu'on pourrait avoir, ils sont surtout réglementaires. Donc, certes, on est toujours demandeur de solutions françaises. On dit toujours européennes, mais moi, je serais ravi qu'il y ait plus de matériel fabriqué en France. Mais aujourd'hui, la pression économique fait que tout ce qui est robotique et drone sont quasiment tous fabriqués en Chine. Et on peut difficilement être concurrent sur les prix sur ce qu'ils font là-bas. Mais aujourd'hui, nous, ce qui nous permettrait d'avoir une évolution plus forte, hein, on parle de croissance, etc., c'est surtout sur la partie réglementaire, aussi bien agricole que aérienne, même si aérienne, les choses commencent à changer de plus en plus. Et donc sur les métiers, sur les compétences, Augustin, que vous recherchez, donc vous avez cité, vous êtes plutôt sur de la recherche de télépilotes en particulier. Ouais, sur les compétences, on est déjà bien servi, on a beaucoup de personnel déjà très compétent, mais encore une fois, c'est surtout lié à la partie réglementation. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on passe de la SORA 2.0 à 2.5 en claquant des doigts, nous, ça coûte, c'est quasiment un temps plein complet dans la société qui fait que du réglementaire. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, en coût, c'est très cher. Donc, et encore, on n'est pas une société avec 150 personnes, etc. Donc, je n'ose imaginer, je nous le souhaite, mais la réglementation est extrêmement lente à évoluer et aujourd'hui, la technologie va extrêmement plus vite que le changement réglementaire. Comme dans bien des domaines, en fait, hein. Et quand je dis ça, je veux surtout pas mettre en collision l'impact environnemental, humain et technologique, hein. Je demande pas, je répondais à une question au-dessus dans le chat, je demande pas qu'on fasse des applications d'herbicides à 15 litres hectare avec des drones de partout, enfin c'est pas du tout la demande. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on pourrait faire déjà et qui sont pas possibles, parce que la réglementation est très en retard. Voilà. Ok. Mathilde, sur les compétences recherchées et embauchées au sein des Livronnes. Nous, on va être beaucoup sur du télépilote, justement, plutôt sur de la surveillance de drone, parce qu'en réalité, la personne ne pilote pas directement le drone, mais plutôt s'assure que tous les paramètres et réglages sont OK pour voler. Et ça, nous, c'est quelque chose qui est plutôt demandé, mais c'est beaucoup au final, rigueur. Alors, bien sûr, d'avoir son CATS, enfin, les diplômes pour travailler dans le secteur, mais aussi d'avoir une bonne connaissance du domaine aéronautique, parce qu'on est souvent appelé par des tours de contrôle, on travaille avec ce que je disais tout à l'heure, les hélicoptères du SAMU, on va échanger avec eux. Tout ça, c'est des choses que nous, on aime bien chez un télépilote, par exemple, parce que il a le savoir-faire, le langage pour parler avec les personnes qui sont dans le secteur de l'aéronautique. Nous, je pense qu'on recherche chez un télépilote aujourd'hui. Ok. Pierre, par rapport, parce qu'en plus, Pierre, vous êtes entreprise brésilienne en cours d'implantation en France, donc en termes de compétences recherchées, vous êtes plutôt sur la conception donc, de solutions. Exactement. Merci, Bert. Pour nous, on a toujours les besoins des gens qui connaissent la conception par ordinateur au niveau mécanique, au niveau système.
Mais le gros des compétences sont sur les côtés informatiques, ça veut dire l'intelligence artificielle, comment faire le machine learning, entrer dans l'ordinateur, des logiciels au temps réel pour faire l'intégration, la perception de l'environnement. Donc, c'est ça aujourd'hui. C'est plutôt de l'électronique, évidemment. C'est très commun. Par exemple, dans la caméra, nous avons l'opportunité d'acheter des systèmes électroniques dans les marchés, seulement pour l'intégration. L'expérience, c'était mauvaise, dans le sens que le système électronique disponible n'était pas exactement ce que nous avons besoin. Donc, nous avons besoin de développer notre propre système électronique. Donc, en termes de compétences, pour être vite, on parle de capacité de faire la conception par ordinateur, un peu d'électronique, de faire la capacité de développer un système électronique, mais surtout sur les côtés informatiques, sur les côtés de logiciels à haut niveau, par exemple le Python, et aussi le type de logiciel plus bas niveau, comme le C, par exemple, pour faire l'intégration des systèmes en temps réel. C'est ça. Ok. Très bien, merci pour ces échanges. On va passer maintenant, alors j'ai fait une petite revue assez succincte, mais qui vous donnera un petit aperçu au niveau des opportunités de financement. Alors, comme on l'a un peu illustré ce matin, tout est lié en fait au cas d'usage. C'est-à-dire qu'il y a des solutions autonomes, il y a des secteurs. Et en fonction de l'usage de ces solutions autonomes, enfin des drones, on a des possibilités de financement qui peuvent aider à pouvoir financer une partie, soit de l'innovation, soit des projets un peu plus aval. Mais il n'y a pas d'appel à projet qui soit spécifique drone. En fait, très clairement, c'est vraiment lié à l'utilisation d'un système autonome avec un cas d'usage particulier spécifique. Alors, je vous ai cité quelques appels à projets et voilà des idées, mais c'est vraiment spécifique au projet. C'est-à-dire que vous avez un cas d'usage, vous avez un développement à faire, et il faut pouvoir après aller chercher dans les différents appels à projets existants ce qui pourrait manifestement aider à financer une partie de la mise en place de ces projets. Voilà, de ces projets. Alors, je vous ai listé là, par exemple, Pierre en a parlé tout à l'heure d'un projet avec INRAE, par exemple, pour l'étude du stress hydrique. Donc là, quand on est vraiment dans des projets amont, en s'adossant à un laboratoire de recherche, on peut bénéficier d'appels à projets de l'ANR. Je ne vous les ai pas listés là, mais il y a déjà plus d'une vingtaine de projets qui ont été déposés et qui ont été financés par l'ANR pour l'utilisation de systèmes autonomes et donc de drones en particulier pour la surveillance des cultures, le phénotypage, voilà, différents cas d'usage en milieu agricole. Et autres, là je vous parle de ce volet-là parce qu'à la limite c'est plus ma partie et donc je m'y entends plus, mais pas que. C'est-à-dire que ce qui peut être lié aussi à de l'usage médical pourrait tout à fait rentrer dans ce volet d'innovation et d'études par le biais de financement ANR. Alors, les financements actuels, en tout cas pour 2026, les dépôts, c'est un petit peu short. Il y en a qui ont des idées de projets parce qu'on est sur une deadline au 26 mars prochain. Donc, les dépôts en fait, de projets se font là maintenant. Il faut pouvoir monter les dossiers. Mais voilà, si jamais il y en a qui avaient des besoins en particulier, on pourra répondre aux questions, Hubert et moi. Je vous ai mis d'autres possibilités qui là sont plus dans un TRL, dans un niveau de projet un peu plus avancé. Donc on se détache un peu du volet purement recherche, on est un petit peu plus sur de l'innovation mais un peu plus avancé par le biais de la BPI. En fait, vous avez différents appels à projets qui peuvent être des appels à projets génériques pour la recherche de façon globale. Donc on a notamment la bourse French Tech par exemple, mais il y a aussi des garanties financières qui peuvent être apportées par BPI
Villefranche. Je crois que Pierre, tu l'as mentionné d'ailleurs, il me semble, à la BPI qui a pu aider. Et donc, ça permet de bénéficier de certains, de dispositifs régionaux et qui permettent d'apporter des subventions qui sont de l'ordre de 100 à 500 000 euros. Enfin, c'est vraiment dépendant des projets et de l'éligibilité dans le cadre de ces projets. Mais ces dispositifs d'accompagnement peuvent, ils sont orientés pour avoir des systèmes qui soient plutôt orientés bas carbone ou des systèmes, on dit intelligents, donc l'intégration de l'intelligence et de l'autonomie des systèmes dans l'agriculture, par exemple, ou dans d'autres usages, peut rentrer typiquement dans ces appels à projets qui ne sont pas spécifiques aux drones, mais pour autant, on peut financer une partie des projets de cette façon-là. Il y en a un également de la BPI qui est, alors là, pour le coup, plus estampillé agriculture, mais on est sur du financement de prototypes agricoles innovants. Et donc, dans la partie prototype agricole innovant, il y a justement un besoin d'autonomie et d'intelligence artificielle qui sont demandés. Donc là, on a une deadline au 28 avril prochain. Donc s'il y a des velléités de projets dans ce sens-là, c'est un appel à projet qui est assez intéressant, dont je pourrais vous donner plus de détails pour ceux qui le souhaiteraient. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Pardon, j'arrive pas à... Ouf, voilà. Dans le cadre du FEADER, donc là, on est sur un système qui est européen décliné au niveau régional. Et on a ce qu'on appelle des investissements pour la transformation, conditionnement, commercialisation de produits agricoles et agroalimentaires. Et en fait, dans ce type d'appel à projet et donc de financement possible, on peut envisager en fait l'intégration de drones dans un projet qui soit agricole complet. Donc on peut, voilà, j'ai mis un exemple d'usage, une inspection automatisée d'installation, un contrôle qualité, on en parlait dans les échanges, il y a eu des questions pour pouvoir valider si une culture elle est en bonne santé, ou à quel moment il faut pratiquer la récolte, etc., de la surveillance, voilà. Donc ça peut s'intégrer dans ce type d'appel à projet. Donc c'est des FEADER qui sont déclinés en région sud. Et puis on a aussi, alors les FEADER fonctionnent par thématique qui donc chaque année sont déclinées. Et on en a par exemple 2 qui peuvent être intéressantes sur le contrat de transition agricole. Donc pour justement cibler des investissements durables et performants au niveau des exploitations agricoles. Donc ça, voilà, la question a été posée sur le fait de pouvoir aider les agriculteurs à acquérir ce type d'outils pour pouvoir améliorer leur capacité. Très concrètement, ça peut rentrer dans ce type d'appel à projet. Et il y a d'autres appels à projets dans lesquels on peut intégrer les systèmes autonomes. Je vous en ai mis un autre qui est pareil, la deadline est au mois d'avril. C'est la défense de la forêt contre les incendies, par exemple, en déployant des systèmes de surveillance. Alors il y a les systèmes de surveillance statiques, mais on peut avoir des systèmes de surveillance qui soient du coup non statiques en autonomie pour mesurer, par exemple, les taux d'humidité au niveau des sols, au niveau de la canopée, etc. Donc ça, c'est des opportunités de financement qui permettent d'intégrer les drones dans les projets et de pouvoir en financer une partie. Alors souvent, on est dans des proportions de 30 à 60% de la prise en charge de l'investissement en fonction du projet, des critères d'éligibilité, etc. Donc c'est vraiment appel à projet dépendant et projet dépendant. Il faut pouvoir mettre en cohérence les deux. Et puis, je vous ai ajouté un volet plutôt... alors, je suis désolée, j'ai ma souris qui ne fonctionne pas. Est-ce que la slide est passée de votre côté, sur la partie Europe? Oui, vous la voyez? OK. Voilà. Là, c'est moins ma partie parce qu'on a, nous, au sein du pôle, peut-être que du côté de chez Safe, c'est pareil, je ne sais plus, Hubert, mais on a un responsable Europe qui est plutôt, nous, on a une responsable Europe qui est voilà, spécialisée dans les projets et les appels à projets européens. Donc, je vous en ai cité là 3, mais c'est pas forcément moi mon cœur de métier. Juste pour vous dire qu'au niveau européen, Hubert, on t'entend pas? Je vois que tu parles, mais... J'avais voilà. coupé le truc, pardon. Ouais, effectivement, là, le premier, la ECDI, est piloté par le pôle Aerospace Valley, mais nous, on est partenaire, donc effectivement, ça finance des expérimentations pour des usages donnés.
Donc celui-là, effectivement, peut être intéressant sur différents types d'usages Voilà, drones. c'est ça. Donc voilà. Voilà, donc c'était pour vous illustrer que même, c'est pareil, à l'échelon, au niveau européen, on a à la fois, par rapport au cluster 6 d'Horizon Europe, on a des velléités, des possibilités de financement qui sont liées plutôt à la digitalisation de l'agriculture et donc à l'innovation des systèmes autonomes. Mais effectivement, celui que tu mentionnes, que j'ai mentionné en premier, là, le CDI, là, on est sur des usages qui sont beaucoup plus globaux et qui ne sont pas limités à la partie agricole. Donc, ça ouvre à différentes thématiques de projets qui ne soient pas forcément liées qu'à la partie agriculture. Et au final, ben voilà, je vous en ai mis un dernier pour montrer que les cas d'usage et les opportunités de financement, alors à l'heure actuelle, avec le contexte que nous avons, il y a des financements européens, mais aussi nationaux. Hein. Je ne suis pas rentrée dans ce détail-là parce que c'est pas du tout ma partie, mais on a sur le volet défense et armement, il y a énormément de besoins justement et d'appels à projets qui sont lancés sur le financement de projets collaboratifs dans le domaine de la défense pour avoir des systèmes embarqués, des capteurs et liés aussi à la communication, etc. Donc ça peut être aussi un moyen parce que effectivement dans certains outils qui sont développés, ils sont spécifiques agri ou spécifiques logistique, mais il y a peut-être d'autres cas d'usage qui pourraient être déployés ou en tout cas déclinés avec ces solutions-là. Et l'armement et la défense peut être aussi un moyen de pouvoir financer ces projets-là. Voilà, moi j'irai pas plus loin sur le détail parce que au niveau du financement, c'est vraiment dépendant et je pense que là, Hubert, si tu veux compléter, c'est-à-dire que il faut pouvoir discuter avec chaque partenaire de son projet, du cas d'usage, de la réglementation et en fait, mis tout bout à bout, on voit ce qu'il est possible d'intégrer comme type d'appel à projet pour aider à la partie financement et ou investissement pour ce qui est plus au niveau agricole. Mais voilà, c'est très projet dépendant. Il n'y a pas un appel à projet spécifique pour les drones, ça c'est clair. Voilà, on arrive au terme de. Ah, je vois qu'il y a peut-être une question. Alors, j'ai du mal à. Est-ce que Hubert, tu peux lire la question? J'arrive pas à Oui, l'afficher. donc une question de Julie. D'après vous, est-ce qu'on pourrait utiliser des drones pour faire de la livraison de produits agricoles, pourrait financer avec un appel à projet spécifique? On a des entreprises, des armées dans le Var, et si on développe pour les agris, ça peut aussi servir. Donc oui, ça peut se faire. Nous, par exemple, dans l'un des sujets, enfin, dans une des lignes qui a été présentée par Mathilde, en région sud, elle est issue d'un appel à manifestation d'intérêt ou d'un appel à projet, comme vous le dites, où on a travaillé le besoin avec les hôpitaux, le groupement hospitalier local. On a identifié une ligne pilote et derrière, on a lancé une consultation à laquelle Deliveron a répondu, a été retenu par la qualité de sa réponse. Aujourd'hui, on a d'autres sujets sur la logistique, notamment dans les Alpes-Maritimes, dans le Vaucluse en particulier, qui sont plutôt sur des sujets santé, mais qui pourraient être sur des sujets logistiques. Donc sur ça, vous recevrez, mais on est en train de monter une journée, ce qu'on appelle un Safe Drone Day au Pôle Safe, qui aura lieu le 9 juin sur Toulon, à l'université, à l'école d'ingénieurs CITEC à Toulon, où on parlera de logistique et d'acceptabilité, de logistique à la fois pour des usages civils et militaires. Et donc, on va présenter également soit des solutions, soit également des cas d'usage qui sont à l'étude. Et effectivement, le fait de regarder après, tout l'intérêt, c'est outre le fait d'avoir la solution technologique qui répond aux besoins, d'être en phase avec la réglementation. Après, effectivement, il faut qu'il y ait un modèle économique. Donc, ça veut dire que sur les sujets, sur le projet, sur le médical qu'on développe, qui s'appelle Medical Delivery, on a un projet au niveau national, on a un partenariat avec l'Agence régionale de la santé, avec pour objectif de développer une ligne pilote par an. L'étape, c'est, dans un premier temps, on développe une expérimentation sur un cahier des charges. Donc,
Deliveron a été retenu sur cette phase-là pour les Bouches-du-Rhône. Derrière, on va avoir une deuxième phase qu'on va faire avec Deliveron sur ce qu'on appelle l'industrialisation. C'est-à-dire aujourd'hui, on a fait des vols, mais on n'a pas transporté réellement d'échantillons sanguins. La phase Indus, on va transporter réellement des produits. On va travailler, comme le présentait Mathilde, de l'interface avec les acteurs de la santé et commencer effectivement à les former. L'idée, c'est de faire une cinquantaine de vols pour qu'à l'issue de cette phase Indus, en fin d'année, on ait un produit qualifié sur étagère, et c'est-à-dire troisième phase, le groupement hospitalier, les hôpitaux peuvent, s'ils le souhaitent, commander une prestation à Deliveron. Alors, fera un marché public, donc Deliveron sera consulté comme d'autres, mais Deliveron aura d'ores et déjà fait les premières étapes et aura montré un peu sa qualité et sa fiabilité. Donc, on travaille un peu dans cet esprit-là et on peut le faire sur effectivement différents sujets. Donc, du coup, par rapport à cette journée, vous excusez, après je te donne la parole. Après, nous enverrons effectivement le programme et les invitations. Et en particulier, on a une table ronde sur la logistique en urgence médicale à laquelle Deliveron participera encore. Peut-être on va encore solliciter Mathilde. Je suis confus de Ouais, je te laisse la parole. Si je peux me permettre deux rebonds sur le sujet du transport. Je rappelle que dans la réglementation aérienne, le transport de matières dangereuses est interdite. Donc, pour les produits agricoles, il faut faire attention si les produits sont catégorisés dans la liste des produits dangereux. Et ensuite, techniquement, faire du transport sur de la longue distance, soit c'est des drones de la même forme que Mathilde, mais je laisserai Mathilde en parler. Ça nécessite, vous voyez, les drones sont quand même assez gros et ils transportent 3 kilos parce qu'ils ont besoin de voler très longtemps sur des longues distances. Donc, ils sont grands parce que c'est la même logique qu'un avion. Mais si on veut soulever, par exemple, du matériel agricole, c'est-à-dire des poids qui sont entre 50 et 200, 300 kilos, c'est des drones qui vont ressembler comme aux nôtres sur des drones agricoles, mais qui vont parcourir que des petites distances, contrairement à des livres drones. Nous, avec nos machines, on pourrait faire du transport d'ailleurs, mais on peut parcourir déjà 1 kilomètre, c'est déjà un bel exploit. Voilà. C'était un rebond, ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais c'est pour ouvrir le sujet, quoi. Voilà. Oui, total. Enfin, je rebondis sur ce que tu disais, Augustin. Tout à fait. Enfin, nous, on a deux types en fait de drones chez Deliveron. On a le Eiger 3 qu'on a vu en vidéo, avion, vous m'entendez? Ah oui, Il y a des pardon. coupures, peut-être Ça coupe couper un peu. la vidéo, Mathilde, parce qu'il y a un peu des coupures. Ouais, désolée. Et je disais, du coup, on a deux types. Le deuxième type, ça va être le Tundra, qui est réalisé par Hexadrone, société française, et celui-ci nous permet de voler sur 15 km avec une charge utile de 1,5 kg, soit 150 tubes à peu près, et une vitesse de croisière de 50 km/h. Donc là, c'est vraiment un plus petit modèle et qui s'apparente plus à ce que tu as pu montrer, Augustin, plutôt quelque chose qui décolle en multicoptère plus fin. Là, pas du tout le modèle Eiger qui ressemble effectivement à un petit avion. Mais on ne les utilise pas pour la même chose. Ok. Très bien. Bah, Je sais pas écoutez, si elle a dit. ouais, voilà ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques que vous souhaiteriez partager? Il nous reste 2 minutes. On arrive au terme de notre temps. On a pris notre temps. Ce qui est bien, c'est que voilà, on a pu avoir pas mal d'échanges et beaucoup de questions. Donc, je pense que ça, c'était important et intéressant. Bah, écoutez, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous enfin, Hubert et moi, vous remercions tous pour votre participation. Alors, pour nos 3 présentateurs du jour, et puis également bah, tous les participants à ce Après, webinaire. je sais pas, Sandrine, il est prévu que les présentations soient envoyées aux participants. Il y a un droit. Voilà, alors moi je vais poser effectivement, je vais voir avec, Mathilde, Pierre et Augustin. Si c'est OK pour vous, je laisse vos présentations dans la présentation générale que l'on a faite et on va envoyer tout ce document à tous les participants, si vous êtes favorables. OK, voilà, donc à l'issue du webinaire, on va envoyer tout ça à tout le monde. Personnellement, Merci à tous. j'ajouterai juste une petite mention sur toutes les diapos, mais bien sûr, oui, tout à fait. D'accord.
d'accord. Oui, bah, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez ça et puis moi, je le réintégrerai après. OK, ça marche. Merci au présentateur et merci à tous pour votre participation. Merci Sandrine pour cette collaboration. C'était très sympathique et je pense intéressante. Et puis, on verra pour la Tout à suite. fait. Voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous solliciter, Hubert et moi, pour des projets ou des besoins au-delà du webinaire. On vous souhaite à tous une belle journée. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.